Bien, bonjour. Donc, pour ce live démo, on m'a demandé, donc je m'appelle Adrien Rosé, je travaille au CHU de Bordeaux, où j'étais dans un service de chirurgie thoracique essentiellement, où donc on fait de la ventilation unipulmonaire et puis on est aussi parfois sollicité pour intuber des patients au fibroscope, notamment pour tout ce qui est cervico-médiastinite, parfois point de départ ORL avec des problèmes de perméabilité des voies aériennes supérieures. Du coup, l'idée dans ce live démo, donc on a un mannequin, un peu de matériel d'intubation, et donc la première étape, je vais vous montrer un peu la procédure, enfin une procédure qu'on fait d'intubation fibro, et puis après, une fois qu'on aura intubé au fibro, montrer l'utilisation de deux types de bloqueurs pulmonaires pour faire dans ce cas-là de la ventilation sélective, un cas clinique qu'on a assez fréquemment. Donc, ce que je vous disais, ça peut être une anomalie infectieuse, enfin une pathologie infectieuse ORL, que ce soit dans une dent, une angine qui finit par faire une cervico-médiastinite. Et du coup, on a parfois besoin d'abord et de ventilation sélective. Donc intubation fibro et puis utilisation de bloqueurs, par exemple. On verra aussi un peu après les sondes à double lumière et les différents problèmes qu'on peut avoir avec ça. En termes de matériel, on a des fibroscopes à usage unique. Pour l'intubation fibro, on va utiliser ceux qu'on appelle larges, les plus larges possibles, donc qui font plus de 5 de diamètre. Ça permet d'être au plus proche de la taille de la sonde. Donc généralement, on prend des sondes qui moulent pas trop mal le fibroscope. Donc là, il y a des sondes de 7 pour la démonstration avec donc ce fibro large d'embut. Et puis, donc c'est des gens qu'on va pas forcément sédater, pardon. En tout cas pas beaucoup. On a besoin, surtout s'il y a des phénomènes obstructifs, de garder leur ventilation spontanée quand ils sont au départ, enfin quand ils arrivent au bloc. Ils sont souvent assis parce que sinon ils sont mal. Et donc on va plutôt se mettre assis en phase 2. Donc là le mannequin est allongé pour des raisons techniques. Mais voilà, on n'est pas souvent en intubation sédatée, on peut être en intubation vigile, donc on fera pas mal d'anesthésie locale, parfois un peu de kétamine, enfin chacun peut faire son protocole pour l'idée étant de maintenir les muscles, enfin dans la commande ventilatoire, garder les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures qui peuvent nous aider quand c'est infiltré. D'autres exemples qu'on a aussi en chirurgie thoracique, c'est les ingestions de caustiques où parfois ils ont des brûlures ORL importantes et c'est gonflé. Et donc voilà, on a besoin de cette ventilation spontanée. Dès lors qu'ils la perdent, parfois on perd immédiatement la perméabilité, on ne peut pas les ventiler au masque et donc ça complique du coup tout de suite les choses. Donc pour ventiler au masque et pour faire la ventilation, l'intubation au fibro, alors on utilise à Bordeaux ce qu'on appelle le raccord de Mayence. Qui est fait par Roche, donc c'est ce petit dispositif blanc. Donc c'est en fait un coude qu'on branche sur le masque de ventilation, et donc qui est raccordé soit à un ballon de ventilation, soit un ventilateur en aide inspiratoire, par exemple, si on veut faire une oxygénation comme ça. Et il a donc toujours, enfin, ce petit opercule pour pouvoir mettre une sonde d'aspiration. Donc en cela, il ressemble à un coude normal, mais la différence, c'est que son diamètre ici permet, et le deuxième opercule qui est derrière, ici, cette deuxième languette, elle permet de laisser passer ici une sonde d'intubation. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer d'abord le fibroscope, garder un système qui ventile, aller cathétériser les voies aériennes supérieures, avec, on va le voir sur la technique, sur le fibroscope, la sonde qui est déjà montée dessus. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut descendre la sonde d'intubation sur le fibroscope en percutant cette deuxième membrane là que j'enlève. Et donc, ça, c'est quand même très utile et donc à avoir dans les chariots d'intubation pour en tout cas l'intubation au fibroscope. Ça permet en fait pendant le geste, plutôt que de ventiler, arrêter de ventiler et faire la fibroscopie en apnée. Il y a des patients qui peuvent ne pas aimer. Alors nous c'est vrai que quand il y a les médiastinites, vous savez que les médiastinites donnent des SDRA, donc parfois les patients sont très hypoxémiques. C'est vraiment une sécurité supplémentaire de pouvoir continuer à ventiler, soit avec une assistance, soit s'il a perdu sa spontanée, hein, de manière contrôlée, mais en tout cas de pouvoir oxygéner pendant le geste. Donc ça, le raccord de Mayence, vraiment très utile. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc ce que je vous disais, c'est qu'ils sont rarement à plat dos, sauf s'ils sont endormis et qu'on veut le faire comme ça, mais souvent on est plutôt à se mettre en face, ce qui est du coup pas problématique, puisqu'on on est même plutôt bien passé, je trouve, quand on est assis en face du patient pour faire ce type de geste, clairement.
Donc une fois là, on n'a pas de ventilateur ou de système d'oxygénation raccordé, mais ça se raccorde ici sans souci. Et donc après, donc ce type de fibroscope à usage unique, il a des petits, vous voyez ici, des petits anneaux qui permettent justement d'aller caler la sonde d'intubation dessus. Donc on va prendre une sonde d'intubation. Donc c'est pas un geste stérile, on essaye d'être propre. Bon là, parce que forcément, on va bidouiller un peu les voies aériennes, passer par le nez. Donc la première chose à faire aussi, donc il y a ce raccord de Mayence. Et puis, il faut enlever la connexion de la sonde d'intubation. Il ne faut pas la perdre. Généralement, on est toujours un peu tendu parce que c'est des situations un peu particulières. Donc, il faut le mettre de côté. On enlève ça sur la sonde d'intubation. Et on va donc mettre la sonde d'intubation, donc lubrifier un peu pour pas que ça coince. Et vous voyez ici, le fait que ce soit conique, c'est pour qu'on puisse comme ça coincer la sonde d'intubation. Et du coup, elle devient solidaire du fibroscope. Et donc, comme je vous disais, le premier opercule qu'on enlève, c'est le même que pour faire des broncho-aspirations ou faire juste une simple fibroscopie sous VNI, par exemple, pour faire soit un réa, un LBA ou des obstrués impatients. Donc, c'est la même technique, sauf qu'il y aura le deuxième opercule qui permettra de faire passer ensuite. Donc, c'est vrai qu'on fait plutôt ça à quatre mains, dans le sens où celui qui est en train de faire la fibroscopie, c'est pas celui qui peut en même temps tenir le masque. Donc, on peut être aidé, bien sûr. Autre chose, si jamais les patients sont en apnée, donc c'est tenir le masque et ventiler. Et puis, ce qui peut aider aussi, du coup, dans ce cas-là, c'est de luxer la mandibule, hein, comme pour ventiler au masque. Ça remonte un peu la base de langue et ça simplifie la fibroscopie. Donc, on peut passer par le nez, on peut passer par la bouche. Souvent, on passe, nous, plutôt par le nez. Mais on peut aussi passer par la bouche. Ça dépend un peu. Quand c'est que on pense que pour un bloc opératoire, c'est pas trop gênant. Si on pense qu'il va rester intubé longtemps, c'est pas toujours bien d'être intubé par le nez. Donc là, on voit bien qu'avec le fibroscope, on peut se repérer. Donc là, très vite, on passe derrière la base de langue. Retenez toujours, quand vous prenez au fibroscope, dans quel sens on bec pour que ça soit toujours en gros, c'est plus simple. Quand on va vers le haut, on plaque contre la langue pour garder un rayon de courbure et avancer, sachant qu'on va tomber comme ça sur la glotte qui est en position supérieure. Si on descend tout droit, on va dans l'œsophage. Donc il faut, vous voyez, becquer vers le haut pour rester le long de la base de langue et descendre entre les aryténoïdes, puis les cordes vocales et aller chercher à reconnaître la carène. Donc on a un fibroscope qui est suffisamment long pour commencer à arriver. On est déjà le fibroscope en place, c'est-à-dire on a passé les cordes vocales quand on commence à percuter ici. Donc ça, c'était important parce qu'il ne faudrait pas avoir quelque chose de trop court. Donc là, le fibro, il est un peu sélectif. Vous voyez la carène. Là, j'ai la lobère supérieure. Là, la carène, je veux dire. Oui, dans le mannequin, il n'y a pas de bronche après. Donc on va descendre. Donc on peut percuter ici avec le ballonnet, donc on fait attention d'essayer de ne pas le déchirer. Donc c'est tout l'avantage de ce raccord de Mayence, qui pendant qu'on le ventile ou pas, donc on va descendre en suivant la sonde d'intubation, donc on peut reculer un peu le fibroscope. L'avantage, c'est qu'on va voir arriver notre sonde. Si on prend une sonde qui est beaucoup plus grosse que le fibroscope, on peut être embêté. Donc on va le voir apparaître ici. On peut être embêté si vous avez une trop grosse différence entre le diamètre du fibroscope et la sonde d'intubation. Si vous avez pris une taille 8, ça peut venir attraper les aryténoïdes et faire une plaie ou les luxer. Donc, il ne faut pas prendre. Donc, c'est vrai que là, c'est des sondes de 7. On pourrait prendre 6,5. Alors, après, le problème de 6,5, c'est que c'est un peu juste. Là, pour le coup, on ne ventilera pas avec le fibroscope dedans. Ou très peu. En tout cas, on peut toujours insuffler dans les malades. Ça, c'est pas un souci. Mais le problème dans ce cas-là, c'est l'expiration autour de la sonde qui ne se fera pas. Bon, là, pendant le geste, c'est pas gênant parce que pour l'instant, on n'a toujours pas gonflé le ballonnet. Mais dès lors qu'on a gonflé, dans ce cas, on recule, on enlève sa sonde de fibroscopie. Et donc là, on a notre sonde qui est en place. On ressort le fibroscope du patient. On a du coup la sonde qui a percuté le raccord de Mayence, donc qui reste à l'intérieur. Donc là, effectivement, faut, quand on l'enlève, parce que c'est
ça fait bien l'étanchéité. Du coup, l'opercule, à la base, il est fait pour laisser juste passer une sonde d'aspiration. Et donc là, on lui a mis une sonde de 7 dedans. Donc forcément, l'opercule maintenant est déchiré. Donc ça ne sert qu'une fois. Donc il faut bien attraper la sonde d'intubation pour ne pas la faire ressortir. Vous voyez, clic. Et on fait passer aussi le ballonnet, pour gonfler le ballonnet. Et donc vous voyez, l'opercule, il a permis, ce système, il est quand même bien pratique. Donc après, on remet son petit raccord. Alors on peut même on pourrait le réutiliser pour aller ensuite se raccorder. Non, c'est pas la même taille, pardon. Donc on prend un coude classique pour aller se raccorder au ventilateur. Donc ça, c'était la première étape pour ventiler les patients. Donc on peut faire la même chose en passant par le nez. Donc souvent, il faut du coup, on va récupérer la sonde avant d'avoir, on décolle le masque, on met d'abord la sonde dans le nez, puis ensuite on applique le masque. Donc dans le nez, donc le mannequin. Donc là, c'est toujours pareil. Dans le nez, par contre, si vous passez par le nez, toujours pareil, gardez l'index qui va vers le haut, ici, donc par là-haut, entraîne une courbure là, qui fait qu'on sait dans quel sens on se courbe. L'idée, c'est toujours de rester sur le plancher. Donc on ne veut pas remonter vers les sinus, on veut rester sur le plancher et donc descendre plutôt en collant comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive en fond de gorge, où là, avec la base de langue, l'épiglotte, on voit bien la sonde qui est passée, les arythénoïdes, et donc l'œsophage derrière. Donc on peut tout à fait cathédriser par le nez, et du coup on laissera passer la sonde. Ensuite, l'intubation se sera faite par voie nasale. Bon, évitez s'ils sont sous anticoagulants, parce que ça fera saigner quand même. Il y a quand même un frottement qui est un peu dur quand on passe par là, avec la sonde plus le fibro. Donc on peut faire les deux. Ensuite, donc l'idée dans la démo, c'était de vous parler, donc là, pour l'intubation au fibroscope. Je pense que, nous, franchement, ce qui était vraiment utile, c'est d'avoir ces petits raccords de Mayence en plus. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas si tout le monde en a dans son chariot d'intubation. Et puis ensuite, donc pensez à avoir une sonde d'intubation qui n'est pas en diamètre assez proche de celle du fibro, donc plutôt 7, pas mettre des sondes de 8. Je pense qu'on a plus de chances d'attraper les arythénoïdes et de faire des lésions dans ce cas. Et puis on peut se retrouver avec le fibro qui est dans la trachée, mais la sonde qui ne veut pas descendre parce que elle attrape l'arythénoïde et elle reste bloquée sur la glotte. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est essayer, comme la sonde est biseautée, la faire tourner autour du fibro pour essayer de passer quand même la glotte. Si vous avez une sonde qui est un peu plus grosse, si vous avez mis une 7,5 ou une 8. Mais généralement, on met quand même des sondes plutôt proches du diamètre du fibroscope. Donc ça, pour l'intubation. Donc on va laisser la sonde en place. Et par exemple, donc parfois sur ces chirurgies-là, il y a d'abord un abord ORL haut. Ils font une incision cervicale. Et puis après, il peut y avoir besoin d'un abord thoracique. Alors, il y a différentes situations. Que ce soit dans des situations de sepsis, des situations de caustique ou autres. Et alors, parfois, c'est un abord par sternotomie ou ça peut être par thoraco-latéral ou antérolatéral. Et dans ce cas-là, si on veut faire une ventilation unipulmonaire, l'idée étant de ne pas changer la sonde d'intubation plusieurs fois, surtout que parfois ça gonfle en ORL et puis après on a donc sur les injections de caustique qui s'est perforé après au niveau de l'œsophage et qu'on veut faire un abord ou faire un stripping, etc. On va donc laisser une sonde d'intubation classique et plutôt utiliser des bloqueurs que le temps d'après essayer de mettre une Carlins, enfin une sonde d'intubation sélective. Donc l'idée aujourd'hui c'était de vous montrer différents types de bloqueurs. En gros, il y a plusieurs solutions possibles, mais il y en a un premier que je vais vous montrer qui est assez simple, d'ailleurs qui s'appelle Easy Blocker. Pourquoi? Parce que on peut le mettre à l'endroit, à l'envers, on arrivera toujours à s'y retrouver, alors qu'il y a des bloqueurs qui sont juste monobronchiques, donc des bloqueurs bronchiques. Et dans ce cas-là, il faut bien choisir d'aller à droite ou à gauche. Donc ça, je vais vous montrer ce qui existe. Donc ici, le premier que j'ai déballé, donc c'est le système Easy Blocker. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir ce Y. Donc vous voyez, il y a deux ballonnets bronchiques. Donc on peut imaginer qu'on le met dans ce sens-là. Donc il y a un code couleur.
Il y a un côté qui est jaune et l'autre qui est bleu dans le ballonnet. Donc on pourrait être mis à l'endroit ou à l'envers finalement. L'idée c'est d'aller se poser sur la carène et puis de gonfler. Et si jamais il s'est tordu en descendant et qu'il s'est inversé, on aura juste à gonfler l'autre ballonnet pour bloquer à droite ou à gauche. Et donc vous voyez, il y a ici jaune et bleu pour savoir quel type de ballonnet. Après, en faisant des tests d'exclusion à l'auscultation, on est capable de s'y retrouver. Donc ça, c'est le bloqueur, bon chic. Lui aussi, il va être dans sa boîte avec un système qui permet de se raccorder à la sonde d'intubation, donc ce Y, et puis en fait de descendre d'un côté le bloqueur et de l'autre un fibroscope pour être capable de voir ce qu'on fait. Par contre, là, on n'utilisera pas le fibroscope orange en but qui est large du coup, mais un fibroscope plus petit. Alors, ça peut être un fibroscope qu'on dit pédiatrique, donc de petit diamètre, qui s'appelle Slim pour cette marque-là, ou ça marche aussi avec un fibroscope. Alors, ça dépend de la taille de votre sonde d'instillation. Là, je suis avec une sonde de 7. On avait ça pour la démo aujourd'hui, donc c'est sûr que là, on va plutôt utiliser le Slim pour faire rentrer tout ça. Donc la particularité, c'est que le bloqueur en soi, ici, vous voyez, il n'a pas un grand diamètre. Par contre, on a cette partie-là en Y qui est un peu plus large. Et donc, il faut que ça puisse rentrer dans vos sondes d'intubation. Donc, si on avait mis une 6,5, le bloqueur ne rentre pas. Déjà là, avec une 7, ça va être un petit peu difficile de le faire passer, mais on va y arriver. Donc, je vais changer de fibroscope finalement. Donc on va plus utiliser le large orange. Donc Slim, on est plutôt dans les 3 de diamètre, 3 mm. Il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Donc on est à peu près dans des équivalences de diamètre par rapport au bloqueur. Et l'idée étant d'arriver à mettre les deux dans la sonde d'intubation. Donc il faut que ça puisse rentrer. On va le lubrifier un petit peu. Alors, hop, je me branche. Donc là, on n'a plus besoin du masque et de maillance. Donc ici, donc le système qui est avec le bloqueur, on a sur... je vous montre sur la... On va mettre sur le malade. Ici, un petit système pour venir se visser. Ensuite, qui permettra d'empêcher le bloqueur de bouger. Donc la partie avec le pas de vis, c'est par là qu'on passe le bloqueur. La partie plus grosse à côté, c'est par là qu'on passe le fibroscope. Ça, il ne faut pas se tromper. Donc c'est fait exprès pour se raccorder toujours pareil. Une partie pour aller vers la ventilation, donc ballon, ventilateur. Et puis nous, du coup, on va avoir à droite ici l'orifice d'entrée pour le bloqueur et ici pour le fibroscope. Donc après, je vous montrerai des vidéos qu'on a prises, non pas sur des mannequins, mais dans des situations réelles, pour illustrer un peu tout ça, et notamment aussi discuter des sondes d'intubation sélective, mais on fera ça à la fin. Donc là, il faut arriver à le sortir de sa gaine. Voilà. Donc il y a beaucoup de packaging pour un tout petit truc. Donc ça, c'est côté écolo. Et donc là, il faut rentrer, on le pince ici, pour arriver à le faire rentrer dans cette partie-là, en faisant attention de ne pas abîmer les ballonnets. Ici, même chose. Donc une fois qu'on l'a passé, donc vous voyez après, quand on va aller tout au bout ici, on pourra décider suivant la longueur. Donc, il est en plus gradué. Donc on sait à combien de centimètres trouver la carène. Bon, ça dépend de la taille des gens, taille et du sexe. Et puis si on verrouille bien, quand on serre, après, franchement, ça bouge. Enfin, faut y aller quoi. Si on serre vraiment, ça bouge pas beaucoup.
C'est important parce que il y a des services qui n'utilisent que ça pour la chirurgie pulmonaire. Chacun utilise, on peut utiliser ça ou une sonde d'intubation sélective. Ce qui est reproché souvent, c'est que ça bouge. Mais voilà, il faut bien ça bouge moins si on le fixe bien. Donc on part déjà comme ça, avec l'idée de le mettre dans la sonde d'intubation. Et donc là, ensuite, finalement, le fibroscope, lui, qui vient se mettre en parallèle, il est là pour être derrière et c'est un peu la caméra embarquée pour aller vérifier le positionnement. Alors, on peut le faire à l'aveugle. Et avant de faire ça, il y a un problème technique qui est assez spécifique, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il ne faut pas que votre sonde d'intubation soit trop proche de la carène. Puisque vous voyez ici, on a quand même besoin, quand la carène va arriver dessus, pour que ça se déploie, il y a besoin de au moins 4 cm. Si la sonde d'intubation elle est à 1 cm de la carène, le système qui va arriver dans la sonde du coup serré, il va aller, les deux ballonnets en fait vont aller se mettre dans une bronche ou dans l'autre, mais il ne pourra pas s'ouvrir. Donc le premier écueil quand il y a des gens qui ont des difficultés, c'est que leur sonde d'intubation est trop proche de. Donc on va regarder. Là je ne sais pas du coup si on sera trop proche sur le mannequin. C'est pour ça que c'est déjà important quand on intube au fibro, du coup, on vérifie qu'on a au moins 4 cm par rapport à la carène. Sinon, il n'y aura pas de déploiement du Y. Donc on va aller se mettre. Passer l'opercule. Donc là, ça, j'ai plus besoin. Tac. Donc là, vous voyez, on peut regarder sur la caméra sur le bloqueur. Donc là, on est en caméra embarquée avec à l'intérieur de la sonde d'intubation. Alors, la sonde d'intubation, le fibro ne peut pas dépasser le bloqueur à cause de cette pièce blanche au bout qui est de diamètre un peu plus important que la partie jaune du tube. Donc là, on se rapproche de la fin de la sonde d'intubation. Donc vous voyez là, par exemple, à mon avis, alors, hop, la sonde d'intubation était trop proche de la carène. Et donc tout est passé d'un côté. Vous voyez ici, il y a la carène. Et quand on recule, la sonde est trop près. Donc ça, c'est un des premiers écueils souvent. Donc là, on a besoin de reculer la sonde d'intubation. Donc c'est pour ça que on pourrait dire qu'on peut le mettre sans fibroscope, mais quand même avec un fibroscope, on voit mieux ce qu'on fait. Et donc là, on va reculer le bloqueur, on le colle au bout de la sonde. Voilà. Vous voyez qu'on est toujours trop loin. Et donc là, maintenant, on voit mes deux ballonnets, ici. Donc on peut tourner sur lui-même, ici, le bloqueur. Et là, on voit bien, on se recule un peu, on va aller percuter, se mettre sur la carène. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à descendre comme ça ou comme ça. Donc en fait, ici, entre le jaune et le bleu, qui est à droite, qui est à gauche. Donc ça, on le fera après avec des tests en gonflant, chacun des ballonnets et en vérifiant. Vous voyez, donc, il a tendance à remonter tout seul, puisque, bon là c'est du plastique, mais sur les tissus mous, ça fait moins ça. Mais comme il est ouvert, il veut essayer de remonter. Donc c'est là où, une fois qu'on l'a bien calé sur la carène, ici on visse pour que le bloqueur ne bouge plus. Normalement, quand on visse, ça n'empêche pas de les gonfler. Parfois, on connaît ça sur certaines trachéos, où quand on visse la bague pour la longueur de la trachéo, on écrase le ballonnet, enfin le tuyau d'alimentation de gaz d'air du ballonnet. Là, normalement, ça se passe bien. Donc là, on est bien placé. Alors, on peut faire des contrôles de ballonnet. Avec le fibro, c'est plus facile. On voit quel ballon on gonfle. Et sinon, avec l'auscultation sur le thorax pour savoir quel côté on a exclu. Donc voilà, vraiment techniquement, là, la vraie... Vous voyez quand même, si on va au bout de la sonde d'intubation, donc qui est juste là, on s'est mis assez loin de la carène. Je vous dis au moins 4 cm pour pouvoir laisser la place au bloqueur pour se déployer. La sonde d'intubation, pardon, elle est là. Donc ça, c'est vraiment important. Si on est à 1 cm ou 2 cm de la carène, on n'arrivera pas à être sélectif. On va mettre les deux ballons du même côté, le plus souvent à droite, puisque c'est plus facile d'y aller.
Ça, vous savez bien. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on est en place, donc là, si on reste comme ça, ben, on ventile, ici on referme l'opercule. Donc si on ne fait rien sans rien gonfler, donc on est toujours raccordé à notre ventilateur de manière latérale. Et puis on peut faire de la ventilation sur les deux poumons et ensuite soit gonfler un côté ou l'autre. Il faut savoir que quand on gonfle les ballonnets, ça va empêcher le poumon de se vider, donc ça c'est une première chose. C'est vrai que si on est sous 100% d'oxygène, il y a une partie du poumon qui va par diffusion de l'oxygène, comme il n'y a plus d'azote, qui va diffuser. Et puis on peut laisser du coup le ballonnet dégonfler, faire une pause télé-expiratoire pour qu'il soit moins en inflation quand on le gonfle. Ça, c'est parce que quand le chirurgien va inciser, il y aura un poumon qui sera plus ventilé, mais qui ne sera pas forcément qui ne sera pas encore collabé quand il va ouvrir la plèvre et que la plèvre va passer à la pression barométrique. Donc ça, voilà, c'est juste. Ensuite, si lui, ça le gêne, il peut tout à fait, même s'il est en vidéo, appuyer sur le poumon, vous dégonflez dans ce cas-là, vous arrêtez de ventiler, vous dégonflez les ballonnets, vous laissez le poumon s'affaisser à la plèvre quand elle est ouverte, et puis ensuite vous regonflez le ballonnet pour quand vous remettez en ventilation, il n'y ait pas d'insufflation dans le poumon du côté où le chirurgien veut intervenir, qu'il ne soit pas gêné. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces ballonnets? Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple dans le sens où on descend, on se déploie. Il faut juste être pas trop proche. L'autre système de bloqueur, c'est d'avoir un seul ballonnet, donc un seul ballonnet bronchique qui se met au bout. Donc ça, je vais vous montrer. Donc c'est ce qu'on appelle le bloqueur de Arndt. Et donc il est, moi j'ai plus de fois des échecs avec le bloqueur de Arndt, notamment chez les gens, ça dépend un peu de l'anatomie des patients, mais où je n'arrivais pas à faire aller le, le bloqueur à gauche, essentiellement. À droite, c'est facile, mais en gros, même en mettant mon fibroscope à gauche, et vous allez voir, il y a un petit lasso pour qu'après le cathéter, le bloqueur suive le fibroscope. N'empêche que quand il y a vraiment un angle droit, et il a beau avoir un lasso, ça peut accrocher la carène et pas se laisser faire. Et on n'a pas tant de manières de ça, on ne peut pas bouger tant de choses que ça au niveau de la carène, on est juste là, on peut faire des rotations, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc je pense que EasyBlocker, c'est quand même plus facile à mettre en place que le bloqueur de Arndt. Donc je vais vous montrer l'autre bloqueur. Donc ça, on va le retirer. Donc pareil, pour le retirer, on dévisse et puis on dégonfle, bien sûr, et on retire son bloqueur une fois qu'il est en place. Donc ça, on va le garder là. Et donc, l'autre boîte, donc celui-là, il reste avec l'EasyBlocker. Hop, donc là, pour que vous voyez bien. Voilà, donc ici, la spécificité, vous voyez, il faudra peut-être zoomer un petit peu au bout de mon index. Mais vous voyez, ici, il y a un petit lasso. Je vais l'attraper pour qu'on voit bien. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on va passer le fibroscope dedans. Et puis, une fois que le fibroscope sera du côté qu'on veut bloquer, le guide, du fait du lasso, va suivre. Et donc, on peut resserrer ou pas le lasso. Donc, ici. Hop. Vous voyez, là, quand je tire, voilà, on va sur le blanc. Là, quand je tire, ça descend ou ça revient. Donc, je peux, comme ça, essayer d'accrocher, de faire suivre mon lasso, de serrer mon lasso, sur le fibroscope. Même système, donc à chaque fois, c'est proposé avec un raccord en Y. Un côté qui se visse, avec l'idée que quand on le visse, on serre notre bloqueur pour pas qu'il bouge, et un côté pour passer mon fibro. Donc là, il faut faire le montage avant de descendre dans le patient. Donc un côté, donc là je reprends le fibroscope, donc lui il va passer de ce côté-là. Le bloqueur, il passe de son côté à lui. On rejoint les deux. Donc là, je vais me remettre un peu. Et donc, il faut ensuite, donc là, c'est comme quand on fait de la couture, il faut faire passer le fil dans l'aiguille. Là, en l'occurrence, le fibroscope dans la boucle. Vous voyez ici. Hop, là, on voit bien en bleu sur le fond blanc. Donc là, je l'ai attrapé. Donc, je peux plus ou moins le serrer.
pour qu'il reste, maintenant quand je descends le fibroscope, si je serre bien, vous voyez, il reste solidaire les deux. Donc en allant se mettre dans une bronche avec le fibroscope, je vais pouvoir choisir, une fois arrivé à la carène, d'aller à droite ou à gauche. Donc ça, on va descendre les deux ensemble. Donc c'est là où, avec une sonde de 7, ça frotte un peu. Donc là, vous êtes à la différence du système EasyBlocker où la caméra elle est derrière le bloqueur. Là, la caméra, enfin en tout cas l'objectif du fibropédiatrique, c'est d'être devant. C'est lui qui va aller cathétériser. Et ensuite, quand on va reculer, on pourra... donc là, on va sortir. Donc l'anatomie du mannequin, mais ça, je vous montrerai après une petite vidéo. Donc, toujours pour se repérer droite-gauche, vous avez la membraneuse qui n'a pas les anneaux trachéaux. Donc c'est vraiment une demi-voûte, la trachée. Et donc quand vous voyez les anneaux trachéaux, c'est la partie antérieure du patient. Et ce qui est plat, c'est la membraneuse qui est derrière, il y a l'œsophage, qui est donc la partie postérieure. Donc là, bon, honnêtement, sur le plastique, c'est pas complètement évident. Je pense que, voilà, là, on aurait représenté ici en bas la membraneuse et en haut, ici, les anneaux. Donc ça veut dire que le devant est ici, parce que si je suis comme ça ou comme ça, c'est où est la droite, où est la gauche. Donc là, si on se repère avec le postérieur, c'est la membraneuse, et la voûte avec les anneaux trachéaux, c'est devant, ben on comprend que là, on va aller à gauche, et que par contre, ici, on va aller à droite. D'accord. Alors, quand vous arrivez à droite, juste après la carène, donc ici, il n'y a pas dans le mannequin, mais vous allez voir tout de suite la bronche supérieure droite, pour le lobe supérieur droit, alors qu'à gauche, la bronche souche gauche, pardon, elle est plus longue, et on aura le lobe, la première dichotomie, enfin la première bronche bien plus loin. Donc ça, c'est aussi une façon de se repérer, de voir tout de suite la lobaire supérieure droite. Et dans des cas très rares, la lobaire, elle peut naître encore à côté. Ça fait que vous avez 3 orifices, mais ça, je l'ai vu que quelques fois, c'est quand même très rare. Donc là, si on veut bloquer à gauche, puisque c'est là où c'est... À droite, on comprend que c'est plus facile. Donc là, le fibro, bah, on va se mettre à gauche. Donc je vais aller au bout dans le mannequin. Et puis, on aura descendu le bloqueur. Hop, à gauche. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va être allé à droite. Hop. Parce que je pense que j'ai pas assez serré sur le fil. Alors. On recommence. Je vais vérifier que je ne suis pas sorti quand même. Allez, si, j'ai sorti ma boucle. Hop. Ça veut dire que ça colle pas mal au parement en plastique, donc c'est pas évident. Donc là, on recommence. Je vais serrer plus ma boucle sur le bloqueur. Donc ici, quand je descends, tac. On va se mettre là. Donc là, je suis bien à gauche. Ouais, peut-être. Voilà, donc là, en reculant le fibroscope, bah, je suis sorti de la boucle. Le bloqueur est bien à gauche. Donc là, on peut le positionner comme on veut. Donc il ne faut pas se mettre trop près de la carène pour gonfler. En plus, on est à gauche, donc on a
On peut aller un peu plus loin dans la bronche touche gauche puisqu'elle est longue. Et on pourra aller donc gonfler le ballonnet à gauche si on veut exclure à gauche. Et bon, souvent, c'est vrai que, on va voir si c'est vrai chez le mannequin, mais pour aller à droite, ça y va tout seul, mais c'est pas forcément le cas chez lui. Non. À moins que je sois à l'envers. Non, c'est bon. Oui, bon, bah, lui, il est plus facile à cathétériser à gauche qu'à droite. Mais ça, dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Donc on a vraiment besoin. Alors, si on veut essayer de rattraper la boucle quand on est sorti, c'est possible, mais à mon avis, c'est pas évident. Donc il faut ressortir et puis recommencer. Donc là, on avait cathétérisé à gauche et puis on peut faire la même chose pour cathétériser à droite. Donc là, vous voyez, le bloqueur, lui, par contre, il est moins. Enfin, c'est toujours bien de ne pas avoir la sonde d'intubation qui est trop proche de la carène. C'est quand même plus facile d'avoir un peu de recul. Mais on ne pourra rien faire pour faire aller. Le bloqueur, s'il va aller d'un côté, il ira toujours d'un côté d'un point de vue anatomique. Donc on a vraiment besoin du fibro. Et ce que je disais, c'est que parfois, on peut, par exemple, là, imaginons, on voudrait aller à droite et le fibro va bien à droite. Mais lui, si l'anatomie fait plutôt aller le bloqueur à gauche, même avec le nœud, on a du mal à faire aller d'un côté. Donc j'ai eu des situations où j'arrivais pas avec le bloqueur de Arndt. Là où je pense que le Easy Blocker est pour ça plus simple. Puisque lui va se déployer, se mettre des deux côtés. Et donc, même s'il se met dans un sens ou dans l'autre, on arrive toujours à bloquer un côté finalement. Donc voilà pour les bloqueurs bronchiques, pour l'intubation, pour la ventilation sélective, l'intubation au fibro. Hop, donc je ressors tout. Tac. Donc après, je voulais vous parler aussi un petit peu. Hop, ça, je pose mes bloqueurs. Hop. Alors. On a encore le temps? On est bien? Ok. Du coup, les sondes d'intubation sélective. Donc elles sont par définition plus grosses. Hein. On va ouvrir. Donc ça, c'est une sonde. C'est une sonde laquelle celle-là? Donc là, c'est une sonde normale mais sans ergot. Alors on en a plusieurs types. Tchouk. On va prendre celle-là. Donc sur les sondes d'intubation sélective, je vais me remettre à la tête. On a comme spécificité, du coup, c'est des sondes de double lumière qui ont un mandrin. Donc on va aller vérifier toujours que les ballonnets sont bien étanches, pas perforés, que le mandrin est bien, donc il y a un système pour le bloquer à son extrémité. Et surtout, ce qu'on ne veut pas, ce qui pourrait arriver, parfois c'est mal fait, c'est, vous voyez, ici, ça serait que ça dépasse. Parce que là, on pourrait faire une plaie, vous voyez, si ici, on va être tout au bout, là, si on peut zoomer, je mets au-dessus du patient. Vous voyez, là, je suis bien, là, je ne suis pas bien. Et donc ça, c'est à vous de vérifier quand il est vendu dans son packaging que ça ne dépasse pas. Donc ça se vérifie, donc c'est simple. Hein, ici, de ce côté-là, c'est à vous de couder, c'est un fil de fer. Hein. Donc si on coude bien, là par exemple, s'il est coudé ici, pas bon, hop, je reviens, pardon, ça dépasse. Donc on va le reculer un peu. Et là, il est bien à l'extrémité dans la sonde d'intubation, il ne dépasse pas, donc il ne va pas blesser le patient. Donc ça, c'est le mandrin. Ensuite, on le retire une fois qu'on aura passé la glotte pour descendre dans la trachée. Et ensuite, on a du coup deux raccords en code couleur, bleu le bronchique qu'on met à gauche et le trachéal du coup pour ventiler à droite qui reste. Donc là, c'est une sonde de. Celle-là, c'est une sonde droite justement. Donc donc ça, c'est une Robert Shaw, c'est une autre sonde. Donc, on a les deux types là.
J'ai ouvert la droite en premier. C'est pas grave, c'est la même chose pour l'autre côté. Donc celles-là, oui, elles sont pas orientées dans le même sens, tout simplement. Une qui va à droite, une qui va à gauche. Dans les deux cas, quand on ventile, il y a un orifice pour ventiler dans la trachée. L'idée étant que quand on a une sonde qui va à droite, par exemple, on l'utilise pour les pneumonectomies gauche, le ballonnet a une forme différente, vous voyez, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la lobaire supérieure droite, en gros, qui est entre 0,5 et 1 cm de la carène à droite. Donc, vous voyez, le ballonnet est ici en U. Et, hop, on va attendre que ça fasse la mise au point. Vous voyez, il y a un petit orifice pour essayer de se mettre en face, ventiler le lobe supérieur droit, puisque la carence va aller à droite. Pourquoi? Parce que si vous faites une pneumonectomie gauche et que vous étiez allé à gauche, ça va être dans le champ opératoire, puisque à cet endroit, le chirurgien va couper la bronche pour... donc c'est pour ça qu'on a ces spécificités de sonde. Mais la plupart du temps, on met des sondes qui vont à gauche. Ça veut dire, comme je vous ai dit, la bronche sous-gauche est plus longue. On met cette partie-là dans la bronche sous-gauche. Et donc quand on gonfle le ballonnet bronchique, là, on va avoir la possibilité, si on ventile avec le ballonnet bronchique gonflé, par exemple, et qu'on ne ventile que sur la zone, l'entrée trachéale, donc l'air va sortir dans la trachée, ne pourra pas aller à gauche puisque le ballonnet fera l'étanchéité, et comme ça qu'on ventile à droite. À l'inverse, si je dégonfle, si je laisse toujours le ballonnet gonflé mais que je ventile sur l'orifice bleu, là l'air va sortir et va aller directement dans la bronche souche gauche. Donc pour ventiler à droite, on ne ventile pas dans la bronche souche droite, on ventile dans la trachée, mais comme le ballonnet est gonflé, ça va dans la bronche souche droite. Et pour ventiler à gauche, là on ventile par l'orifice bronchique gauche qu'on a placé. Donc c'est des sondes d'intubation qu'il va falloir positionner aussi comme celle-là, en passant à la glotte. Et donc là, je vais plutôt vous montrer des petites vidéos qui montrent en fait. Donc il peut y avoir aussi, je vous ai oublié de vous dire, là, sans ergot. Certaines peuvent avoir un ergot, donc ça dépend un peu des centres. Alors l'avantage de l'ergot, c'est que donc l'ergot, il va aller se mettre sur la carène. Quand il est mis sur la carène, ça bouge moins. Surtout parfois quand le chirurgien, pour certaines chirurgies, tire beaucoup sur la bronche et sur la trachée, donc c'est assez souple, donc ça peut déplacer. L'ergot, il est pas très long, mais donc ça mobilise moins, mais les deux techniques sont possibles. Par contre, quand il y a un ergot, ça rend le passage de la glotte un peu plus délicat, et donc il faut faire attention. Donc nous, on a comme stratégie aujourd'hui de n'intuber avec les carlins. Enfin, toutes les sondes d'intubation sélectives sont mises avec des vidéolaryngoscopes. On ne fait plus en vision directe. L'idée étant que déjà, au CHU, vous avez souvent, enfin nous, on a beaucoup de formations, donc comme ça, on est capable de voir ce que voit l'étudiant. Et puis, la vraie lésion qui est problématique, c'est pas tant le passage de la glotte, c'est les intubations œsophagiennes. On reçoit des plaies qu'il faut suturer avec des médiastinites sur des perforations œsophagiennes suite à la pose de Carlins. On en a déjà eu dans notre service. Et donc, suite à ça, on a décidé d'utiliser... ça a la vertu que là, vous voyez le passage de glotte. Je vais vous montrer sur une petite vidéo. Et donc, on est toujours capable de se dire qu'au moins on n'est pas dans l'œsophage. Ce n'est pas forcément qu'on sera bien placé, puisqu'on va voir le passage de glotte, mais on ne sait pas si après la sonde va bien se mettre à droite, à gauche, l'ergot ne va pas se retourner, etc. Je vais vous montrer sur les vidéos. Mais voilà, je pense que ça, on a un vrai plus. Ça sera probablement dans les recommandations plus tard. Et encore plus si on n'a pas l'habitude d'en mettre, franchement, de pouvoir voir la glotte quand on passe. Parce que vous allez voir en laryngoscopie directe l'endroit où vous voulez aller. Puis une fois que vous prenez votre sonde d'intubation, forcément, elle est dans le champ et donc vous ne voyez plus. Ou plus très bien. Donc l'avantage du vidéolaryngoscope, c'est que vous allez voir si l'orifice de votre sonde est bien en train de passer entre les cordes vocales. Le risque, franchement, étant majoritairement de faire une intubation œsophagienne. Si ça arrive, il faut absolument le marquer dans le dossier. Il faut qu'on sache parce que voilà, les histoires, c'est toujours 2-3 jours après des dysphagies, de la fièvre, et puis peut apparaître du coup une rougeur au niveau du cou ou une médiastinite. Dans un second temps, des besoins d'oxygène, on ne comprend pas bien pourquoi, ce n'est pas une embolie pulmonaire. Et en fait, on a fait un trou dans l'œsophage et quand on interroge des dossiers, on se rend compte qu'il y a eu une intubation œsophagienne. Et donc, il faut le marquer. Ça, c'est vraiment important. Donc, on va, pour la pose des sondes double lumière, on va regarder un petit film donc, qu'on va mettre en partage d'écran. Donc,
Voilà, donc juste, on va le relancer, puis je vais vous dire pause pour... donc, voilà. Hop, faites pause s'il vous plaît. Donc là, c'est juste pour vous redire, vous voyez, donc on peut avoir ergo sans ergo, donc droite ou gauche. Donc Carlin, c'est les sondes qui vont à gauche. Robert Shaw, c'est celles qui vont à droite avec ce ballonnet qui est particulier. Voilà, donc il y a plusieurs types de sondes possibles. Ça dépend des centres, des chirurgies, des habitudes. Alors, on peut avancer la vidéo. Top. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer. Et vous voyez, quand il y a un ergot, c'est le petit encart en bas à droite. On veut aller placer l'ergot, donc et ce petit bout de, c'est du plastique, hein. C'est mou en termes, ça bouge sur soi, mais quand même le bout pourrait faire stripper un peu la trachée ou une bronche. Donc il y a parfois des patients qui ont des douleurs, c'est parce que ça les a raclés en descendant. C'est pas pour autant que ce sont des lésions graves, mais il y a eu parfois des lésions qu'il fallait réparer sur la pose de Carlins avec des plaies trachéales avec la Carlins qui est dans le médiastin. Ça nous est déjà arrivé d'en recevoir d'autres centres. Donc là, on peut avancer. Donc voici, donc là, maintenant on fait comme ça, on utilise vraiment donc ce laryngoscope là, mais bon, ça peut être d'autres. Et vous voyez, on a la vision directe, mais ça qui est la même que quand on prenait un laryngoscope normal. Par contre, vous pouvez lancer la vidéo, on va voir dès que la Carlins arrive, en vision directe, vous voyez comme elle est grosse avec son ballonnet en plastique, on ne voit plus très bien ce qu'on fait. Par contre, on est capable de voir avec le laryngo, que le bout de la sonde est bien passé, surtout elle n'est pas allée dans l'œsophage, elle est bien passée dans la trachée. Ensuite ici, je vais vous montrer la même chose. Là j'ai mis un fibroscope dans une sonde d'intubation. Donc quand vous avez des laryngoscopies, des vidéolaryngoscopes, vous voyez le passage de la glotte, mais vous ne voyez pas plus loin. Et donc nous on utilisait donc, ces fibros pédiatriques jetables. Si vous utilisez un opercule et que vous pourriez la mettre dans la sonde d'intubation, et ça fait un peu la caméra embarquée. Donc on fait ça assez facilement quand on s'embête. Et donc là, vous voyez, la caméra est mise dans le canal trachéal. Et donc au-dessus, donc la caméra, je vais vous montrer sur la sonde d'intubation. Dans ce cas-là, on prend donc ici, on est dans l'orifice trachéal. Donc avec l'opercule qui est censé faire l'étanchéité, ça a le mérite de la tenir. Hop, on va avancer. Et donc ici, vous voyez, donc si on peut mettre la vue du fibroscope, s'il vous plaît. Un peu technique. Voilà, donc là je vais avancer et donc je vais me placer à la sortie. Donc, vous voyez, on voit le ballonnet bleu. Et donc dans ce cas-là, quand on fait ça et qu'on le bloque, le fibroscope, on peut aller après, si on va intuber, on est en vision directe du passage. Vous voyez, comme ça, on voit les dents. On peut faire une sorte de caméra embarquée. Donc ce que je vous montre là maintenant sur ce petit film, donc on peut le relancer. Vous voyez là on voit l'ergot. Donc là, c'est une sonde avec ergot. On a passé la luette. Ici, les aryténoïdes. On fait en sorte de... Donc, une fois qu'on passe la glotte, on fait un quart de tour anti-horaire pour aller mettre l'ergot du côté droit, puisqu'on veut que la bronche souche... donc ça, je vous remonte l'anatomie. Donc, quand on descend, vous voyez les anneaux trachéaux, on les voit bien. Donc ça, c'est la partie antérieure. La partie postérieure, elle est en bas, là. Et puis, donc, quand on va tout droit, c'est les corps étrangers, on va facilement à droite. Et donc, il faut tourner. Donc là, la lobaire supérieure droite qu'on trouve tout de suite. Donc ça, c'est les petites malpositions. Donc là, vous voyez, l'ergot, il peut un peu attraper les aryténoïdes, et comme il est souple, on passe quand même, mais du coup, il est retourné, et il va vous gêner pour ventiler, et il ne va pas vous aider à vous positionner. Vous voyez, il peut même venir boucher. Donc là, il faut arriver. L'avantage, si on fait avec la caméra un peu embarquée comme ça, on ressort, et on va faire tourner un petit peu la sonde sur elle-même pour arriver à passer. Ce coup-ci, vous voyez, là, après, on va se bloquer sur la carène. Donc ça, c'est des types de malpositions assez fréquentes. Alors, c'est plus fréquent. On peut aussi passer à travers. Là, vous voyez, l'ergot n'a pas attrapé la carène. Et même, on peut aller trop loin. Donc, il faut reculer. Et puis, tourner toujours la sonde sur elle-même. Et hop, venir comme ça, harponner. Voilà. Donc, les tailles de sonde, ça dépend toujours la taille du sexe. Je vous disais, c'est la taille de la trachée. Alors, ce qui est embêtant avec les sondes de Carlins, enfin les sondes d'intubation sélective, c'est que plus on est grand, plus on est obligé d'augmenter en taille. Vous voyez, de 37 à 41 French. Et 41 French, c'est assez gros en diamètre. Donc, on peut, en voulant avoir plus long, par exemple pour une dame qui est grande, avoir des sondes qui sont quand même... 41, c'est gros. Et donc, on a peur des difficultés à passer à la glotte. Donc, le plus fréquent, c'est quand même... on va dire en moyenne 37 chez les femmes et 39 chez les hommes. On va continuer.
Donc ça, je n'en avais pas à vous montrer, mais on peut aussi avoir des systèmes de sonde d'intubation qui ont le bloqueur intégré dans la paroi. Et donc là aussi, on va avec le fibroscope passer par la sonde d'intubation par là où on ventile. Et puis le bloqueur, il a l'avantage d'être un peu coudé. Donc quand on arrive à la carène, ben, en le tournant sur lui-même, on peut décider d'aller à droite ou à gauche. Donc on peut avancer. Donc là, c'est ce que je vous avais montré, le bloqueur bronchique de Arndt. Donc ça, on l'a vu en démo. Ensuite, on a le... Donc ça, on peut avancer. Ouais, ça va passer tout seul, pardon. Donc là, vous voyez avec le nœud, et donc on n'est pas dans le mannequin, mais sur un patient. Donc c'est assez facile là, finalement d'aller à droite tout seul, parce que vous voyez la caméra s'est mise en recul, et on va insuffler le ballonnet. Donc là, c'est pour vous montrer que l'objectif, c'est d'avoir vraiment l'étanchéité. Donc en termes de pression sur la paroi, c'est pas un problème. Tant qu'il y a des fuites, c'est qu'on ne va pas créer de lésions de compression. Donc là, le bloqueur de Arndt, c'était ça. Et puis là, il y a l'Easy Blocker que je vous ai montré. Donc on utilise parfois au blog. Donc la première chose, c'était, vous voyez, on voit là les deux. Donc on peut aller bloquer la branche touche droite ou la branche touche gauche. On peut avancer, s'il vous plaît. Et vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas avoir la sonde d'intubation qui est trop proche de la carène. Donc là, quand on a, vous voyez ici, en bas, vraiment le problème, c'est d'aller se mettre à 4 cm. Donc là, c'est la pose, donc pas dans un mannequin, mais chez quelqu'un. Donc on l'a posé, on descend à droite, on voit le ballonnet bleu ciel en haut, avec la bifurcation bronchique. Et quand on retourne à gauche, là où la bronchousse est plus longue, vous voyez, il n'y a pas de bronche, mais du coup, le ballonnet est bien en place. Et donc là, pareil, on va le gonfler. L'objectif, c'est d'obtenir l'étanchéité. Donc le volume qu'il faut mettre, ça dépend de chaque patient. Dès qu'il n'y a plus d'air qui fuite, c'est-à-dire que la paroi, le ballonnet est à la paroi, il n'y a pas de risque d'ischémie franc, il ne faut pas surgonfler. Une bronche, c'est très... si vous êtes dans... Vous pouvez arrêter. Si vous êtes dans le champ opératoire et que vous regardez la bronche dans laquelle on a gonflé un ballonnet, on voit le bleu du ballonnet, on a même l'impression qu'on pourrait croire qu'on a déchiré la bronche. Non, c'est très fin une bronche. Et donc, on comprend bien qu'on ne va pas laisser ça longtemps. Par exemple, à quelqu'un en réa qui a une hémoptysie, on ne peut pas lui laisser 24 heures un ballonnet bronchique gonflé. Ça va créer une ischémie bronchique par compression des capillaires sur la muqueuse. On peut avancer la vidéo, s'il vous plaît. Donc là, quand on remonte, on voit la partie blanche qui est bien calée à la carène, et de l'autre côté, donc le ballonnet n'est pas gonflé. Donc là, on ne va ventiler que à gauche. Que à droite, pardon. On a mis le ballonnet à gauche. Donc ça, c'est des exemples de patients compliqués. Donc quand ils ont des grosses bulles comme ça, on fait par exemple, là, on met une canule d'assistance en jugulaire, et puis on va utiliser les bloqueurs, comme ça ils sont intubés de manière normale. C'est des gens qu'on va avoir en post-opératoire, en réa, et qui ne seront pas forcément sevrés tout de suite. Donc ça a cet avantage d'éviter de mettre à la fois une carlince, puis je remets une sonde normale, puis etc. Donc là, on utilise assez facilement les bloqueurs, et puis du coup, après, c'est la ventilation sur un seul poumon. Alors c'est sur un seul poumon là, avec un trapping très important, puisqu'ils ont ces grosses bulles que vous avez vues. Et donc, on peut faire de la ventilation avec des petites fréquences, des petits volumes, etc. Et donc, les lésions, donc ça, c'est important. Bon, c'est deux... Donc là, vous voyez, on va arrêter, s'il vous plaît. Voilà. Des lésions qui sont faites au niveau de la carène par l'ergot, ou ça peut être par l'ergot, ça peut être par le bout de la sonde, ça peut être par le mandrin qui a dépassé dans la sonde. Et donc, on peut avoir des lésions quand même importantes. La plupart du temps, on les traite il faut extuber vite le patient, pas souffler dedans et attendre qu'il se répare. Pareil pour les plaies de trachée. Et par contre, l'œsophage, on est obligé d'aller faire la chirurgie puisque c'est septique. Et là, c'est vraiment plus problématique. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour l'intubation sélective et au fibro. On est dans les temps. Je vous remercie et j'espère que tout ça vous sera utile pour votre pratique professionnelle.